Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Cette semaine, le regard décalé plonge au cœur de la COP30 avec une invitée qui maîtrise un sujet trop souvent éclipsé alors qu'il conditionne toute notre économie, le climat. Avec Caroline Palombo, on décortique les vraies raisons derrière le bruit politique, le paradoxe d'une transition énergétique encore incomplète et le rôle parfois salvateur, parfois destructeur de l'intelligence artificielle dans la lutte contre le réchauffement. Une conversation claire, éclairante et sans détour pour comprendre ce qui se joue vraiment à Belém cette année. Bonjour Caroline Palombo. Bonjour Gaëlle Foncelet. Je suis vraiment ravie de pouvoir t'avoir sur ce podcast parce que c'est vrai que tu es spécialisée dans un domaine dont on parle finalement très peu et qui est pourtant vraiment lié à l'économie. C'est l'environnement, le changement climatique. Te recevoir dans cet épisode du Regard décalé, c'est l'occasion de parler de la COP30 qui vient d'ouvrir lundi passé à Belém, c'est au Brésil. Est-ce que avant tout, tu pourrais déjà nous rappeler un petit peu c'est quoi cette COP, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière la COP? La COP, ce sont à peu près 190 États parties qui se retrouvent chaque année au mois de novembre depuis une trentaine d'années maintenant pour décider des mesures qu'ils peuvent mettre en place pour limiter le réchauffement du climat. Et effectivement, avec une date phare qui est celle de l'accord de Paris, la 21e COP, sur le climat, qui a décidé toute une série de choses. Et donc, dans ces décisions, c'est vraiment les leviers qu'on va mettre en place. Et notamment, d'abord, un objectif, réduire le réchauffement climatique et le limiter à 1,5 degré maximum 2 degrés de réchauffement entre l'ère pré-industrielle et 2100. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est aussi de financer un fonds d'aide pour les pays en voie de développement qui se sont fortement industrialisés ces dernières années, qui vivent une croissance relativement importante et qui n'ont pas les moyens pour diversifier leurs sources d'énergie et limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, ce sont des éléments importants qui sont vraiment fondateurs de la COP au départ. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce changement climatique et j'ai un peu le sentiment ces dernières années qu'il y a de plus en plus de détracteurs. En tête, je pense évidemment à Donald Trump qui a fait une marche arrière monumentale, entre autres sur les accords de Paris, et qui n'est même pas présent cette année à cette COP30. C'est la première fois depuis l'histoire de la COP qu'il n'y a pas de délégation fédérale américaine présente à cette COP. Le signal est quand même déjà mauvais dès le départ, là. Alors, c'est un signal qui est avant tout, je pense, politique. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre ce signal politique qui est voulu par Donald Trump et puis tout le bruit politique de manière générale qui précède les actes et qui cache souvent ce qui se passe fondamentalement. Alors, je voudrais revenir sur cette sortie des accords de Paris sur le climat, qui était un des premiers actes de Donald Trump lors de son premier mandat. Il faut savoir que il y a un délai de carence, une espèce de latence de 4 ans pour pouvoir effectivement sortir des accords de Paris. Donc, l'annoncer, c'est promettre que dans 4 ans, on en sort. Donc, ça n'a pas encore eu vraiment la possibilité de se mettre en place, ni lors de son premier mandat, ni maintenant encore aujourd'hui, puisque Joe Biden était revenu dans les accords de Paris. Alors, je voudrais revenir aussi sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique aux États-Unis. Il faut savoir que c'est un domaine qui est essentiellement dans les mains des États. Donc, ça veut dire que concrètement, le fédéral peut agir sur des actes symboliques ou des discours, mais fondamentalement, je vais prendre l'exemple de la Californie, qui est une des premières grandes victimes du réchauffement du climat avec des ouragans, est un des États les plus riches des États-Unis. C'est un État qui est pro-climat. C'est également le cas de New York. Et quand on voit tout ce que la Californie est capable de mettre en place aujourd'hui contre justement ces problématiques, on voit que la volonté politique aussi derrière le bruit, elle est réellement là. Elle se manifeste. Le gouverneur de Californie, lui, il y est à cette COP30. Il y est, et je le répète, il fait énormément de choses en termes de préservation de biodiversité. Il y a toute une série de mesures qui ont été prises, notamment pour restaurer la biodiversité suite aux incendies. Alors, on évoquera, j'espère, tout à l'heure, les questions aussi de technologies qui sont mises en place. Et ces technologies, en Californie, elles grandissent. Il y a un financement croissant, décidé, voulu et piloté par l'État. Mais oui, justement, mais parlons-en de ces technologies, parce qu'on ne peut pas parler changement climatique, réchauffement climatique sans se poser la question de cette intelligence artificielle dont forcément on parle énormément, mais on sait à quel point cette intelligence est énergivore. Elle consomme énormément en termes de data centers, en termes de refroidissement de ces data centers. Est-ce qu'on peut se dire que
l'intelligence artificielle peut être utile à la préservation de l'environnement. On a vu, hein, des applications pour les agriculteurs ou ce genre de choses et inversement, elle pourrait aggraver finalement le problème qu'elle pourrait défendre d'une certaine manière. Il y a moyen de trouver un équilibre là? Alors, il faut effectivement, je pense que tu as déjà partiellement répondu à la question, c'est à la fois le problème et la solution. Donc le problème, oui, parce qu'on prévoit, ce sont des chiffres avancés par l'Agence internationale de l'énergie, 17% de demandes d'électricité complémentaires chaque année d'ici 2030 pour installer notamment ces data centers. Donc c'est colossal. Alors dans un mix énergétique neutre en carbone, donc pour 2050, on pourrait arriver à peu près 65% d'énergie renouvelable qui contribue donc à ce mix énergétique. Donc ça veut dire qu'il y a un plan derrière tout ça et donc la clé pour l'intelligence artificielle, ça va être évidemment de modérer d'abord son utilisation. On est en pleine phase de boom, hein, on sait comment le consommateur réagit aux gadgets technologiques depuis 30-40 ans. C'est l'effervescence. On demande à ChatGPT de nous répondre, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à manger ce soir parce que ma fille est de mauvaise humeur et qu'elle n'aime pas les chicons. Mais ça marche. Et ça fonctionne, mais par ailleurs, donc réglementer ou en tout cas gouverner un peu mieux l'utilisation. Donc l'efficacité de l'intelligence artificielle, elle doit être pensée, il y a une gouvernance. C'est un des objets quand même de cette COP, même s'il est pas défini a priori, mais de manière transversale, il est évoqué. Donc régler l'utilisation de l'intelligence artificielle, électrifier aussi au maximum, en tout cas verdir l'électrification de la demande. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Et je pense que les États-Unis, qui sont numéro 1 dans la fabrication des batteries et des puces, l'ont bien compris également. Donc, pour reparler de ce bruit qui cache finalement l'arbre qui cache la forêt, il faut savoir qu'aux États-Unis, le plan de Joe Biden, donc le fameux IRA, qui a permis de dégager, enfin qui a pour objectif de dégager plus de 340 milliards sur 10 ans, eh bien, il a déjà été pour moitié, pour tout ce qui concerne la transition énergétique, était dépensé. Donc, il y avait une partie en subsides, une partie, c'est vrai, en incitants fiscaux. Là, Trump a effectivement le pouvoir d'enlever les incitants fiscaux, mais c'est sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que 60% de l'énergie qui est produite dans l'Iowa, c'est une énergie sur base renouvelable. 40% au Texas en 2023. Et ça ne fait que grimper. Et donc, on a, je pense, au niveau de l'intelligence artificielle, cette réflexion sur vraiment le verdissement de la source d'énergie. Le refroidissement, ça, en revanche, c'est une des réflexions clés de cette COP. Comment est-ce qu'on va faire pour refroidir ces data centers, effectivement? Parce qu'il y a la question de l'eau aussi qui va servir à refroidir ces data centers. Cette eau qui, après avoir refroidi les data centers, aujourd'hui est inexploitable. Donc, ça veut dire que l'eau se déverse dans des terres qui sont déjà asséchées, puisque beaucoup de ces data centers sont dans des régions qui elles-mêmes sont déjà soumises à un réchauffement climatique relativement important. Donc, il y a cette réflexion-là. Et je voudrais terminer aussi, peut-être pour répondre à ta question, sur l'impact de l'IRA. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on a essentiellement donc, des capitaux qui ont été fléchés vers les entreprises du Sud et du Midwest. Ce sont des États républicains. Donc, si on réfléchit à ce pouvoir qu'ont les États, aux États-Unis, les États-Unis dont les émissions de gaz à effet de serre, comme partout dans le monde, pratiquement monteront cette année-ci, les États-Unis peuvent se fédérer autour de ce projet-là, effectivement. Alors, c'est vrai que tu le dis, hein, les effets de serre sont nombreux, record en 2025, hein, des émissions de CO2. Tu parles beaucoup de verdir finalement l'électrification. J'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce de paradoxe, hein, autour de tout ça, puisque pour l'exemple, hein, cette COP est organisée à Belém, près de l'Amazonie. C'est vraiment le cœur de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes environnementaux. On sait que le Brésil est hyper attentif aussi justement à l'électrification durable, au verdissement de son parc énergétique et pourtant ça reste l'un des plus gros émetteurs de CO2, entre autres à cause d'une agriculture intensive. Ça veut dire qu'on peut régler le problème d'un côté, il y aura toujours un problème de l'autre. Enfin, comment peut-on faire pour régler une bonne fois pour toutes le problème? Parce que c'est bien d'électrifier, de verdir l'électrique, mais si derrière l'agriculture intensive vient tout détruire, on s'en sortira jamais. Alors, je pense que la plus grande problématique aujourd'hui pour les pays émergents, on parle souvent, en tout cas, de recolonisation. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de pays émergents, le Brésil en fait encore partie, ont été exploités pour leurs ressources. Donc, certains pays émergents comme la Chine ont bien compris la nécessité de mettre la main sur ces ressources, d'une part, pour pouvoir servir leur industrie et leurs exportations, mais des pays comme le Brésil
on subit cette espèce de deuxième vague de colonisation. C'est-à-dire que c'est une industrialisation dans beaucoup de pays émergents. La Chine et l'Inde sont peut-être à mettre à part, mais un peu ratées en quelque sorte. Donc il y a une deuxième vague de colonisation où des pays qui sont pratiquement en train d'émerger de leur statut d'économie émergente ont mis la main sur des ressources et les ont cantonnées fondamentalement à ces activités d'extraction de la ressource, mais en n'implémentant pas des pratiques durables. Et donc, il y a des signaux d'alerte très importants, et je pense que Lula l'a donné ici au Brésil aussi. Et la question du respect de la biodiversité va devenir fondamentale. Alors, là où la transition énergétique, par exemple, a été très délaissée par exemple, par les marchés financiers ces dernières années, on a essentiellement des investissements qui viennent des États, on voit que la biodiversité, par exemple, c'est un levier très important parce que souvent la biodiversité permet d'aller cibler des axes plus transversaux. C'est-à-dire qu'une entreprise qui réfléchit à son impact sur la biodiversité va réfléchir à ses émissions de gaz à effet de serre, elle va réfléchir à la reforestation, au déplacement des populations locales, au respect des citoyens. Et donc, ces éléments-là, je pense, peuvent être un levier assez important. Parce que là, on est dans du pur transversal. Allez, tu évoquais toutes ces technologies liées à l'agriculture, ces technologies intelligentes liées à l'agriculture. Eh bien, pour le respect de la biodiversité aussi, on a de plus en plus de logiciels maintenant qui permettent vraiment de réfléchir à la non-destruction de la biodiversité, à la restauration de cette biodiversité. Mais pour ça, alimenter le fameux fonds d'une centaine de milliards de dollars, hein, ça évolue régulièrement, on a démarré à 100 milliards, on est à 120, je pense, aujourd'hui, qui doivent être alimentés par les pays développés, on est encore loin du compte. Mais cette question-là, pour moi, elle va être cruciale. C'est vrai que c'est un peu le changement de ton positif, hein, de cette COP 30, c'est qu'on se concentrait beaucoup sur le gaz à effet de serre et maintenant on inclut ici la biodiversité, la bioéconomie, la justice climatique. Tous ces éléments-là entrent aussi, en ligne de compte. On parle de bioéconomie et c'est là que je voudrais aussi faire appel à ton savoir puisque c'est quand même un peu ton métier au quotidien, c'est de rappeler l'importance de ce changement climatique au sein de l'économie et entre autres des investisseurs qui souvent ne tiennent pas compte de ce paramètre dans les investissements qu'ils peuvent faire. Pourtant, c'est essentiel. Oui, ils ne tiennent pas compte. Alors attention, quand même, le régulateur a pas mal changé les choses en Europe, puisque maintenant on est obligé, nous en tant que quand on voit un investisseur, on est obligé de le questionner. D'abord sur son appétit pour la durabilité, puis on doit moduler comment il veut mettre en place cet appétit pour la durabilité dans ses actes d'investisseur. On remarque que quand même beaucoup d'investisseurs sont d'accord d'intégrer la durabilité. En revanche, quand il s'agit d'implémenter, là, ils sont perdus. Ils sont perdus pour une première raison, c'est d'abord qu'ils n'arrivent pas à comprendre le lien entre leurs propres valeurs, celles qu'ils appliquent au quotidien. Donc, je vais aller acheter Bio. pas moi, du bio, je vais aller acheter des légumes de saison à vélo et chez mon maraîcher local. Donc là, c'est déjà pas super simple. Il y a déjà quelques a priori à déconstruire. Mais quand ils doivent appliquer ça à leur portefeuille d'investissement, ça devient extrêmement complexe. Donc, ils font souvent confiance à leurs conseillers ou à leur asset manager pour mettre ça en place. Donc, ils le font, mais pas de manière très structurée ni volontaire. Alors, la difficulté, évidemment, c'est que s'ils mettent ça dans les mains de leur asset manager ou de leur gestionnaire, c'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider. Et dans ce cadre-là, la conscience de l'asset manager, elle est fondamentale. Et moi, j'irais même plus loin que la notion de conscience ou d'engagement, c'est l'expertise qui va être fondamentale. Et ça, c'est un élément que je défends dans mon quotidien, chaque jour. Le régulateur a proposé de la transparence. Je pense que le banquier a un devoir d'expertise aujourd'hui pour pouvoir faire croiser le risque financier qui est fondamental avec le risque extra-financier. Donc, je reviens sur ces questions d'environnement, mais aussi de social et de bonne gouvernance, le fameux ESG. On doit comprendre qu'une entreprise qui a une solide gouvernance, et c'est ça qui est le mieux aujourd'hui visible pour les marchés, souvent, elle est moins volatile. C'est vraiment un leitmotiv. En revanche, une entreprise qui investit beaucoup dans les questions environnementales, elle dépense de l'argent. Et donc, ça veut dire qu'elle est exposée à un risque de hausse des taux d'intérêt parce que son financement va lui coûter de plus en plus cher. Or, c'est ce qu'on a vécu ces 3 dernières années et c'est ce qui a fait que l'investisseur a quitté la transition énergétique ces dernières années. Or, depuis début 2025, on a une stabilisation au niveau des taux et c'est indéniable, on a une surperformance de ce thème depuis janvier 2025 et c'est pas anodin. À cause de quoi? Comment on explique ça? Alors, il y a plusieurs raisons. Aux États-Unis, on est quand même à 58% de performance depuis le début de l'année en dollars pour l'indice Clean Energy S&P. Donc, il y a probablement un lien avec
les investissements qui ont été dopés par l'IRA, ça c'est clair. On voit qu'il y a un boost au niveau de l'éolien et du solaire aux États-Unis. Le fossile ne représente plus que 43% du mix énergétique américain, il faut le savoir. Et puis, par ailleurs, il y a une correction des 3 dernières années qui rend l'investment case intéressant, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment important. On ne reviendra pas en arrière. Et ces risques extra-financiers vont progressivement intégrer la notion de risque financier, les fameux risques physiques, le concept de double matérialité qui sous-tend toute la transition énergétique en Europe, par exemple. Et donc, on voit que les analyses aujourd'hui commencent à se croiser. C'est qu'est-ce que ça va me coûter en actifs échoués si je ne pilote pas ma transition? Et ça, c'est un élément essentiel pour la valorisation des actions. La tarification du carbone aussi commence tout doucement à s'installer, mais de manière pas très stable. Et les taxes douanières, je pense, nous ont rappelé qu'on peut taxer aux frontières un produit qui ne vient pas de Chine. Et la régulation peut permettre de taxer aussi. Et là, en Europe, la Chine et les États-Unis pourraient avoir un sérieux problème d'actifs échoués. C'est que l'Europe va taxer peut-être? Alors l'Europe, il faut qu'elle ait le courage de taxer. Le courage, c'est le mot, je pense. Le courage de taxer. Maintenant, il faut savoir que le marché du carbone en Europe est probablement le plus avancé, le plus mature. Le principe de ce marché du carbone, c'est quand même d'avoir un pot fermé. On peut pas émettre plus de tonnes de CO2 par an. On élargit le nombre de secteurs qui ont accès au marché régulièrement et progressivement, on va même réduire le pot. Donc, ça veut dire qu'on va être de plus en plus à se partager un pot de plus en plus petit. Donc, le prix du carbone plutôt va monter et ça va devenir très pénalisant, d'année en année, de plus en plus pénalisant. Mais il faut du courage, effectivement, pour imposer ça aux autres partenaires commerciaux dans le reste du monde. Ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, en tout cas, Caroline, pour cette analyse de l'impact environnemental et de l'importance que ça a dans l'économie, les investissements et tous les marchés. J'espère qu'on pourra se retrouver très prochainement, d'ailleurs, pour en reparler et faire un nouveau petit point. Avec joie. À bientôt, Gaëlle. Merci. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.